Caramel. Caramel. On savait que Mireille Mathieu, Alain Delon, Juliette Gréco, Aznavour, Jean Reno, Mylène Farmer, Gainsbourg, Vanessa Paradis, Alizée ou encore Patricia Cass étaient des vraies vedettes au Japon. À cette liste, on pourra désormais rajouter le groupe toulousain Casero que l'on vient d'écouter, incarné sur les plateaux de télé des années 80 finissantes par un duo, Eric Casero, voix guitare, et Véro Sego, basse et casquette immuablement vissée sur la tête. Eh bien, imaginez-vous que leur titre, phare Tainana, qui a été enregistré en 1987, est en train de faire un tabac au Japon 35 ans plus tard. Sur le site de critique musicale Mikiki, on peut ainsi lire Tainana, c'est une chanson miraculeuse avec un timing étrange et une mélodie chromatique tout aussi étrange qui vous donne envie d'en redemander. Leurs diverses apparitions à la télé française, ressorties des archives, font la joie actuellement des internautes nippons et sont vues plusieurs millions de fois. Mais en plus de cette hype soudaine qui a commencé en plein été dernier, cette hype génère des phénomènes sur TikTok, YouTube et autres réseaux sociaux. Les uns reproduisent sur des vidéos très drôles la ligne de basse hypnotique de Véro Sego, d'autres la posture plutôt nonchalante d'Eric Casero, succès viral garanti. Sur TikTok, le Tainana Dance Challenge explose et c'est des milliers de vidéos qui sont ainsi publiées dans toute l'Asie. Début octobre, Tainana était à la 36e place des charts YouTube au Japon. 1 million de streams par semaine depuis fin août pour cette chanson. Et ce mouvement délirant autour de Casero continue puisque c'est maintenant la Whoopie Machine, leur deuxième morceau qui fit un flop en France lors de sa sortie en 88, qui prend la suite. Pris par surprise par ce phénomène, Eric Casero et Véro Sego ont récemment envoyé sur les réseaux un message de remerciement en japonais, s'il vous plaît, pour le plus grand plaisir de leurs nouveaux fans qui vont bientôt pouvoir suivre leurs aventures en manga. Les premières esquisses commencent à tomber. Rappelons que Véro Sego est la fondatrice et directrice de la School of Rock de Blagnac et qu'Eric Casero continue à écrire et a même publié un album avec les Dupont Électriques l'année dernière tout en s'occupant d'une petite société d'édition musicale. Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mou réalisé ce soir par Paul Benaïm. Ce soir on parle de Argile, le dernier album du oudiste Lakdar Anou avec son ensemble, Lakdar Anou que nous aurons au téléphone dans quelques instants. On revient également sur un de ces albums sacrifiés sur l'autel du Covid-19. Aujourd'hui, c'est celui des Rogers, fanfare jazz and funk, qui avait sorti cet album pendant le premier confinement. On a connu meilleur moment pour sortir un album. On en parle avec Hugo Guary et Fabien Binard tout à l'heure. À noter que les Rogers seront sur la scène du Taken demain soir à 21h pour fêter un an et demi plus tard la sortie de cet album, Big Chief is Coming. Dans un instant, Gaël Cérez, le rédacteur en chef de l'édition toulousaine du média en ligne
magazine Médiacité reviendra sur le récent blacklistage de son journal par Jean-Luc Moudenc, le maire de Toulouse. Et en fin d'émission, notre bon professeur Thibault nous délivrera sa chronique de cinéphilie décalée, foutraque érudite et néanmoins essentielle, depuis son petit chez lui au téléphone. Il nous dira tout à l'heure pourquoi. Mais on commence tout de suite par la nouveauté de la semaine. Naviguant entre tropicalisme brésilien et pop-rock à la française, Nicolas Pogam concocte de petites ritournelles guillerettes sur lesquelles il raconte d'une voix frêle et étrange des historiettes de chercheurs d'or, de mythomanes éberlués, de taïgas lointaines, de grutiers amoureux transis et d'horreurs quotidiennes. Son 5e album, Padre Padrone, est sorti vendredi dernier. Il le fêtera ce soir à la Grande Famille, une salle située à Pensaguel, et il commencera son concert à 20h30. Nicolas Pogam, on écoute tout de suite Burkinabé, extrait de Padre Padrone. Son dernier album, c'est Caramel Mou, et c'est tant mieux. Comme le baron perché, il se planquait au cime des arbres, son peuplier. Moineau blessé, fuit la récré, vint à la ville courageux pour trouver du boulot, peut-être l'amour. Trouver du boulot, peut-être l'amour. Tel oiseau léger qu'il est, il s'est posé dans une nasse de grutier en chantier, dans une nasse de grutier en chantier. Entend là-haut la voix du berger, planter ses notes à chaque levée, planter ses notes et voir son point levé. Qu'est-ce que c'est? Caramel mou. Et ça,
Qu'est-ce que c'est? Cette voix dont l'accent triomphant perce à travers le grésillement de la radio. C'est Joe Kangourou, pardon. Oui, vous êtes toujours à l'écoute de Campus FM, l'émission Caramel Mou, Joe Kangourou devant le micro. Et juste à côté de moi, Gaël Cérez, rédacteur en chef du média en ligne Médiacité. Bonsoir Gaël. Bonsoir. Il vous en est arrivé une bonne cette semaine, si j'ai bien lu les gazettes. Le maire de Toulouse vous a blacklisté. Et en quelque sorte, ouais. Vraiment, là, ça pose son journal, ça. C'est presque un fait grade. De guerre. Oui, c'est un fait de guerre. C'est une médaille. On peut la prendre comme ça. Allez, racontez-nous un peu cette histoire. Eh bien, la nouvelle est tombée comme un coup près le 10 novembre dernier. Donc ça date un peu, mais on a mis un peu de temps à en parler. C'est le service de presse qui nous l'a annoncé en nous écrivant par mail voici une nouvelle demande à charge formulée par Médiacité. C'est Julie Cassan, la chef du service de presse, qui nous a écrit ça. Je ne doute pas que quelles que soient nos réponses, leur nombre, leur degré de précision ou la date à laquelle nous les envoyons, l'article sera comme à l'habitude tourné de manière à démontrer vos propres certitudes. Vous comprendrez donc que nous vous laisserons le soin de mener vos investigations, entre guillemets, seuls, et nous ne répondrons pas à vos questions. Bon, grosse surprise quand on a reçu ça en fin d'après-midi, c'était un lundi. Qu'avions-nous demandé ? Seulement 4 questions à la municipalité à propos d'un différend qui oppose la mairie à une ancienne agent qui a fait une tentative de suicide dans les locaux de Allo Toulouse en 2015. Donc c'était un sujet assez grave, donc forcément on demandait le contradictoire. Rien en tout cas qui ne justifie un tel refus de la mairie. Visiblement courroucée, la responsable du service de presse a argumenté sa décision dans son courriel. Alors, elle cite plusieurs enquêtes qu'on a signées sur l'ex-EHPAD Bonnefoy en juin 2020, la Jonction Est en février 2021. Tout ça, je rentre pas dans précision, mais vous pourrez aller voir sur le site. Ou plus récemment, sur le quartier du Raisin, où les habitants disent que le maire ne tient pas ses promesses. Bon, il suffit à chacun de lire ces articles pour se forger sa propre opinion. Aucun ne contient de vulgaires certitudes qu'on aurait écrit sans fondement, mais des faits établis car vérifiés en long et en large pendant le temps de nos enquêtes qui sont quand même plus longues que la moyenne. Alors, puis, si la mairie s'estime injustement attaquée, rien ne l'empêchait de porter plainte en diffamation. C'est quelque chose qui ne l'effraie pas. En octobre 2020, elle a annoncé son intention de le faire contre la Dépêche du Midi, qui venait de publier une enquête sur des pratiques problématiques au sein des pompes funèbres municipales. Alors j'ai cherché à savoir si cette annonce avait été concrétisée, mais le parquet n'a pas répondu, donc je ne sais pas. Mais en tout cas, communiqué de presse pour dire « oulala, on va taper sur les doigts ». Ils auraient aussi pu faire valoir leur droit de réponse. C'est un droit que tout à chacun a quand il est mentionné dans un article. Là encore, rien du tout. Donc ni plainte, ni droit de réponse. Bon, la mairie ne se saisit pas des outils à sa disposition, quand bien le fasse. La responsable de presse nous reproche aussi d'ériger des témoignages isolés en vérité, sans qu'il ne soit tenu compte de l'intégralité des éléments fournis par l'administration ou les élus quand ils nous répondaient. Le grief est partagé par Jean-Luc Moudinque lui-même. Le mois dernier, sur une autre enquête à propos des dysfonctionnements graves au sein de son cabinet, dont on a parlé ici d'ailleurs, le maire nous avait posé une condition au préalable. Il voulait que l'intégralité de ses réponses soit publiée dans le journal. Bon, on avait accédé à sa demande dans un encadré à la fin de l'article, alors que la plupart des médias auraient refusé de le faire. Je sais que Mediapart le fait pour montrer l'étendue des réponses, mais on est obligé de sélectionner par place pour que le récit soit lisible ou pour épargner la santé mentale de nos lecteurs. Il y a plein de raisons pour ça. C'est pas tout. La chef du service de presse se plaint également de la charge de travail que nous lui occasionnerons. Alors là, on rentre dans le délire, j'ai envie de dire. Elle nous dit « Cela constitue un travail colossal, sans commune mesure, avec le temps consacré à répondre aux autres médias. » Ils ont qu'à faire des embauches. Voilà. Est-ce que c'est notre responsabilité si le service de presse de la 4e ville de France, dont il se targue
quasiment tous les jours, est sous-dimensionné au point de ne pas pouvoir répondre à Médiacité Toulouse, 2 journalistes, à peine à 2 plein temps, plus des pigistes. Enfin, soyons raisonnables, soyons sérieux. Cette décision brutale, elle est aussi incompréhensible qu'injustifiable. Une collectivité publique, elle doit informer les habitants qui dépendent d'elle. Et en fait, en bloquant toute relation avec Médiacité, c'est les lecteurs, et donc les Toulousains, les Toulousaines, à qui elle refuse de répondre. Alors bon, honnêtement, on n'a pas été très très surpris par cette décision. C'est vrai que les relations avec Jean-Luc Moudinque et son équipe n'étaient pas au beau fixe, se sont un peu détériorées au fil des mois. D'ailleurs, dans nos derniers échanges avec le maire de Toulouse, que je citais tout à l'heure, on a bien vu son hostilité à notre égard. Donc le 15, on l'a sollicité pour un entretien, et dans sa réponse, il déplorait une démarche systématique de dénigrement des institutions afin d'encourager populisme et extrémisme. Excusez du peu. C'était l'ennemi rouge frappait à sa porte. Cette mise à l'index n'est pas un cas isolé. Ouais. C'est pas le seul truc c'est pas quelque chose propre à M. Moudinque. Dans le Nord, Damien Castelin, qui est un illustre inconnu pour les Toulousains, mais on va le citer quand même, président de la métropole de Lille, refuse tout contact avec notre média depuis 3 ans parce qu'on a révélé qu'il avait utilisé des deniers publics pour s'acheter des chaussettes, des choses. Bref, il avait un peu abusé. Bon, depuis, il ne nous répond plus. Voilà, pour vous, la prochaine étape, c'est de vous faire traiter d'islamo-gauchiste. Ouais. Faites gaffe, ou pire encore, de wokiste. Ou bien de fondamentaliste. C'est la nouvelle sortie, mais bon. Il y a d'autres exemples plus locaux, à Montpellier ou à Béziers, où certains journaux un peu gratte-papier, un peu... poil à gratter. Poil à gratter, merci, se font a priori blacklistés aussi par les mairies. Le cas le plus emblématique, c'est celui d'Hénin-Beaumont, avec le maire du RN, Steve Briois, qui ne répond pas à nos confrères de La Voix du Nord et puis qui les prend à partie publiquement et les ensevelit sous une avalanche de droits de réponse complètement abusifs. Bon, le maire de Toulouse, il n'en a jamais été là, heureusement, mais sa décision, quand même, parce que c'est son service de presse qui nous l'annonce, mais c'est forcément lui qui valide, c'est quand même un premier pas vers une pente très glissante et contraire à tout fondement démocratique. Oui, puisqu'il faut quand même rappeler que le maire de Toulouse est élu après une campagne électorale, on appelle ça les municipales, et qu'à ce titre, il a aussi le devoir de pouvoir justifier ses actes. Et effectivement, cette justification, elle passe aussi par une communication vers les journaux. Donc, votre petite aventure a quand même fait un peu de bruit, puisque même le journal Libération s'en est fait l'écho dans la semaine avec un entretien où il vous demande de raconter un peu cette histoire comme je le fais ce soir. Est-ce que du coup cette arrivée d'un journal national dans cette petite histoire locale a eu le don de remuer un peu les tripes du service de presse de la mairie? Effectivement, depuis 3 jours se sont passés. Il y a eu un changement de ton. Donc il y a eu cet article dans Libération, bienvenue. Il y a eu une mobilisation des lecteurs, des lectrices, de nos confrères, de nos consoeurs, de Libé, de d'autres médias, que je remercie d'ailleurs au passage. Et hier, jeudi 25 novembre, donc la chef du service de presse de la mairie de Toulouse... Rappelez-nous son nom, on va essayer de le garder. Non, en vrai, je voudrais pas... c'est pas elle vraiment la responsable, elle endosse quelque chose qu'on lui a forcément dit de faire. Donc, quelque part, elle est quand même salariée, elle est responsable, elle est obligée de faire ce qu'on lui demande. Donc, le vrai responsable, c'est le directeur de cabinet, mais au-dessus, c'est Jean-Luc Moudinque, c'est lui qui prend les décisions. Donc, c'est pas la peine de... Je l'ai cité au début parce que c'est elle que je citais, mais voilà. Mais en tout cas, elle a été interrogée par nos confrères du journal toulousain sur cette polémique. Et alors, grande surprise, en fait, on n'a pas compris. C'était pas du tout dans son intention de mettre à l'index Médiacité. En fait, il ne voulait pas répondre sur un sujet très précis par respect pour la procédure juridique en cours. Bon, désolé, hein. Voilà. C'est vraiment erreur, on est nuls. Bon, en fait, plus sérieusement, elle n'a pas tout dit, encore une fois. Hein. Moi, quand on a reçu son premier mail, on lui a adressé une demande de précision pour savoir si c'était un cas unique, spécifique à cet article, aux articles polémiques, ou si c'était pour tous les articles à venir. Bon, on n'a pas eu de réponse. Au même moment, ma collègue qui interrogeait la mairie sur un sujet concernant les beaux-arts
a reçu une réponse du service de presse d'une autre personne lui disant que, en faisant référence à la décision déjà annoncée, on n'aurait pas de réponse non plus, que c'était une décision générale. Bon, il n'y avait pas vraiment de doute sur la teneur de cette nouvelle règle généralisée du coup. Donc, c'est un rétropédalage en règle, il faut bien l'avouer, il faut bien dire ce que c'est. Nous, on l'accueille avec bonheur, on est très content de pouvoir parler à nouveau à la mairie. D'après mes informations, en fait, ça serait Arnaud Mounier, le directeur du cabinet de Jean-Luc Moudinque, qui aurait été un peu à la manœuvre sur cette histoire. Peut-être qu'il a été vexé par l'enquête qu'on a fait sur ses services. Sur ses services, surtout sur son mode de management qui pose quand même quelques problèmes à au moins une vingtaine de collaborateurs et d'ex-collaborateurs de ce service. Bon, en tout cas, la mairie revient sur sa décision. Nous en sommes heureux. On verra sur les prochaines questions qu'on leur posera, parce que peut-être qu'ils continueront à faire un silence total. Mais nous, en tout cas, on en a plein et ça dans les prochains jours, prochaines semaines, on a à nouveau plein de sujets à partager avec eux. Et plein de questions à poser donc à la mairie. La suite, sur Internet, ça s'appelle Médiacité et on peut aller retrouver ce journal en tapant médiacité.fr, journal sur abonnement. Il faut aussi le rappeler. Gaël Cérez, merci beaucoup et on se retrouve dans 15 jours. Ah oui. Bonne chance, apparemment, il faut être un peu armé oui. Quand on veut faire des enquêtes dans la Ville Rose. À très bientôt. Bonne soirée.
Voilà, on vient d'écouter Photomatic, Bipolarity, Photomatic, groupe de punk rock toulousain, qui sera ce soir avec un deuxième groupe, Cloud Factory, à partir de 19h30 au Ravelin. Et ça, c'est une très bonne nouvelle de pouvoir encore écouter du punk rock au Ravelin, en espérant qu'il ne leur arrive pas la petite mésaventure qui leur est arrivée il y a 1 an et demi, fermeture administrative, juste avant le confinement. Donc voilà, Photomatic et Cloud Factory, ce soir à partir de 19h30 au Ravelin. Mesdames, messieurs, ne quittez pas l'écoute, dans quelques instants, vous... Caramel mou. Et tout de suite au téléphone, Lagdar Anou. Bonsoir. Bonsoir, Philippe. Vous nous téléphonez d'un peu loin et on doit s'entretenir de votre dernier album, Argile. Je rappellerai que vous êtes joueur de oud, qu'on a pu vous découvrir il y a une petite vingtaine d'années dans un groupe de musique orientale qui s'appelait Kafila, et que depuis vous avez commis un certain nombre d'albums et un certain nombre de projets où vous continuez à travailler ces musiques orientales qui vous occupent depuis longtemps. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce dernier album, Argile? Argile, c'est pas anodin comme titre. Ça représente aussi une partie de l'histoire que vous voulez raconter avec cet album. Oui, Argile, alors donc c'est pour 2 raisons. On m'entend bien là? Oui, tout à fait. D'accord. Alors pour 2 raisons. La première, c'est que c'est une histoire tirée un peu de la Mésopotamie. C'est la première civilisation de l'écrit. Et sur quoi ils écrivaient? Sur des tablettes d'argile. Déjà, c'est le premier truc. Donc, dans la Mésopotamie, on va quand même la situer, une région qui se trouve entre l'Euphrate et le Tigre. Ça correspond à peu près à la Syrie, à l'Irak actuel. Oui, exactement. On appelait ça le croissant fertile. C'est là que c'est la première civilisation, première agriculture, en grand, quoi. Mm-hmm. Et aussi la cité mythique de Babel, quoi. Oui. Et il y a aussi, une grande déesse qui s'appelle Ishtar, et on la retrouve justement à travers le monothéisme, qui est Lilith. Je sais pas si tu connais Lilith, tu connais? Oui. Oui. Alors, qui est Lilith pour toi? Eh bien, Lilith, c'est la femme qui se retourne et qui est transformée en sel. Non, pas du tout. Alors c'est la femme de Noé? Non plus. Eh bien alors je sais pas. Alors c'est la première femme d'Adam. Ah voilà, d'accord. C'est encore plus loin. Et, avant elle, il y avait une femme qui s'appelait Lilith, quoi. Mm-hmm. Et la petite histoire, elle est rigolote. J'ai le temps de la raconter ou pas? Ah ben oui. Allez. C'est au moment de faire l'amour, Lilith voulait être au-dessus et Adam dit non, c'est moi qui vais être au-dessus. Et donc ils se disputent, ils ne sont pas contents. Donc Adam se plaint à Dieu, il dit c'est quoi cette meuf que tu me ramènes? Et donc Dieu punit Lilith, il en fait un démon. Elle porte malheur pour toutes les descendances humaines quand on l'invoque. Et donc derrière cette Lilith, en fait, il y a une déesse qui s'appelle Ishtar qui a régné pendant toute la Mésopotamie. Comme on dit, les Sumériens, Babyloniens, Akkadiens. Et voilà. Donc moi, dans mon histoire orientale, j'ai souvent entendu parler d'Ishtar à travers les danseuses orientales au départ. Mm-hmm. Et j'ai fouillé un peu, et j'ai remonté un peu le fil. Et donc en plus, c'est une bonne comparaison entre la Babylone d'hier et la Babylone d'aujourd'hui, on va dire. Mm. Et on dit que cette Ishtar a été le modèle pour un certain nombre de déesses de l'Antiquité, notamment grecques et romaines. Toutes, quasiment, presque toutes. Comme c'est la première, on appelle ça le culte des déesses mères. Mmh. Donc c'est une des premières. Et c'est vrai que Aphrodite, je crois qu'Isis, c'est les Égyptiens, même en Inde. Enfin, on la retrouve partout. Et même en vérité, la figure de Marie, c'est la dernière figure du culte des déesses mères, quoi, on va dire. Sauf que là, on rentre dans le monothéisme. Donc, dans cet album, vous partez de cette histoire-là, de cette mythologie-là, celle d'Ishtar, mais on retrouve aussi d'autres mythologies de Mésopotamie, notamment celle de Gilgamesh. Il y a des histoires de... Gilgamesh, c'est un peu comme l'épopée, justement, Ulysse. L'épopée d'Ulysse, en fait, c'est des histoires qui sont tirées aussi de là. En fait, à peu près, presque tout vient de là. C'est-à-dire que les religions monothéistes, je veux dire Noé, l'arche, ça vient de là. C'était une histoire qui a été racontée, qu'on a retrouvée dans les tablettes.
c'est pas vieux, ça fait à peu près 2 siècles qu'on travaille dessus et qu'on remonte les choses. Et on voit que tout vient de là. Justement, que dans la Bible, il est écrit qu'Adam et Ève, enfin Adam a été créé d'argile. C'est un mythe qui vient de là, pareil pour Moïse, l'histoire d'être sauvé des eaux, pareil, c'est un mythe, c'est un roi sumérien. Et donc voilà, on leur doit à peu près, les origines quoi, en fait, de toute histoire, que ce soit pour les polythéismes ou pour le monothéisme. Donc vous vous emparez un peu de ces histoires-là, vous parlez aussi et vous prenez appui sur des textes d'un poète syrien, Ali Ahmed Saïd, dit Adonis, pour composer un peu cette histoire-là et ce répertoire-là. Et vous vouliez montrer quoi en parlant de cette région de Mésopotamie, son importance dans l'histoire universelle? C'est un peu, moi je dirais plutôt, comment dire, on sait à partir du moment où on fait, moi en tout cas, moi je fais les choses après, je sais pourquoi je les ai faites. Je commence à comprendre pourquoi je les ai faites. Moi je pense que c'est une histoire de miroir. Comme je disais, l'histoire de Babel et nous, ce qui se passe aujourd'hui, là j'ai découvert comment, je sais pas comment expliquer ça, comment le pouvoir naît. Le pouvoir, la tour de Babel, c'est ça, c'est l'histoire du pouvoir. C'est-à-dire, il y a des gens qui décident, une fois que l'agriculture existe, que la propriété existe, qui se disent, pour montrer aux autres que je suis plus important qu'eux, je veux monter sur un édifice plus important. La tour de Babel. Aujourd'hui, l'histoire des tours, c'est pareil, quoi, qu'on parle des tours du World Trade Center, la tour aussi, je sais plus où, dans le monde arabe, là, tout le monde cherche à faire la plus haute tour. Oui, donc ça doit être à Dubaï qu'il y a cette histoire, de construire la plus haute tour. Rien n'a changé, le décor a évolué, mais l'esprit de pouvoir reste le même. Donc c'est un peu ça, c'est un peu miroir avec ça. Un autre miroir avec la situation actuelle, toujours en parlant de Babel, non seulement il y a cette histoire de faire la plus haute tour pour rejoindre les cieux et donc rejoindre Dieu, mais il y a aussi cette idée de, si vous voulez pas écouter Dieu, on arrête de parler la même langue, tout le monde va parler des langues différentes et c'est à partir de là que naît aussi les discordes. Et c'est vrai qu'on est sur ces deux mythes fondateurs. Alors attention parce que ça c'est la version biblique de l'histoire de Babel, parce que on peut y comprendre d'autres versions. Au contraire, qu'une part de la vérité a été donnée à chacun, de vouloir atteindre Dieu, et que donc si les gens veulent se comprendre, il faut réunir toutes ces vérités-là et en faire qu'une. C'est pas forcément perçu toujours comme un mal. Ça c'est la version biblique en tout cas. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Donc voilà par rapport donc par rapport par rapport au fond qui soutient un peu cet album et ce nouveau répertoire. Donc il y a ces histoires très anciennes de Mésopotamie. Il y a aussi autre chose qui traverse cet album, c'est votre intérêt pour les musiques orientales, pour le makam, pour la tradition de ces musiques là. Donc vous travaillez depuis que vous êtes musicien. Est-ce que déjà vous pouvez nous expliquer, avant que l'on rentre un peu plus dans la musique de cet album, ce qu'est le makam? Justement, j'en parlais beaucoup au début parce que j'avais besoin de comprendre. Mais en fait, moi, autant dire qu'artistiquement, je m'en suis, entre guillemets, très vite, j'ai transgressé, je suis passé au-delà, quoi. Alors le makam, c'est ce système de pensée de la musique orientale, tout simplement. C'est-à-dire que ils imaginent avec des modes, ça ressemble beaucoup, on pourrait dire presque au grégorien, des trucs comme ça. C'est la musique modale, c'est-à-dire que c'est pas encore harmonique, c'est le classique, en fait, qui amène l'harmonie, qui développe l'harmonie. On va dire qu'il y avait des bribes d'harmonie avant, mais c'était pas développé, c'était la musique modale, quoi. Et c'est-à-dire que la musique, tous les instruments jouent la même note au même moment ensemble. Ouais. Et donc vous travaillez ce mode-là et puis vous l'amenez ailleurs. C'est vrai. Je l'amène pas ailleurs, c'est un peu force de. C'est-à-dire, je suis né ici, je vis ici, j'ai travaillé avec des musiciens ici. Alors au tout début, je me suis attaché à travailler avec des musiciens d'origine, ou arabe ou d'origine arabe. Bon, après, ça devenait compliqué. Et puis, je me disais, je suis là, je bosse avec les musiciens d'ici. Donc, du coup, c'est un peu ce qui s'est passé avec l'arabe andalou. Quand les Arabes arrivent en Espagne, ils développent une musique qui est différente que celle du Moyen-Orient.
parce qu'ils sont dans un autre terrain, un autre climat, un autre échange. Et avec d'autres musiques, j'allais dire, indigènes, pour le coup. Exactement. Ou alors, et d'autres influences. Comment dire, l'arabo-andalou est plus influencé vers la musique africaine. La musique orientale est plus influencée vers l'Asie. Donc, c'est pour ça qu'on, voilà, tout ce qu'on appelle les musiques nawa, ou les musiques noires, ont influencé surtout au niveau rythmique. Ouais. On remarquera que dans le Maghreb, c'est les rois du ternaire. Grâce à qui, je pense, moi, grâce à l'Afrique. Ouais. Et cette tradition gnawa qui est très forte au Maroc, en Algérie. Quand je disais que cette musique orientale vous l'amenez ailleurs, c'est vrai que sur pas mal de compositions de cet album-là, on sent plein d'influences. Il y a même sur un morceau qu'on a diffusé il y a une quinzaine de jours, Timoun, il y a même des effluves de tango dans ce qui est joué à ce moment-là. Et c'est vrai que vous permettez pas mal de choses, y compris oui aussi... et non, je suis pas le premier. En Orient, il y a une grosse période dans les années 30 à 50, on appelait ça les tangos orientaux. Donc c'était un style qui était très prisé. C'était l'époque un peu, comme on appelait ça, de la conférence de Bandung, les pays non alignés. Non alignés. Dans cette époque-là, on va dire que le Maghreb et le Moyen-Orient avait beaucoup de liens avec l'Amérique du Sud. Donc c'est pour ça qu'il y a eu l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale, Cuba, tout ça. Bon voilà, le Tché qui est venu en Algérie. À cette époque, il y avait aussi des liens musicaux, quoi. Oui, comme tout ce qui s'est passé. On a retrouvé des tangos, beaucoup de tangos orientaux, des compositions. Et voilà, donc je révolutionne pas le domaine. Et moi, le tango, j'aimais bien pour illustrer l'histoire d'Argile, qui est une épopée, une histoire. Bon voilà, ça avait signe de raconter un peu tous ces mythes, quoi. C'est une entrée en matière. On développe l'histoire, on ouvre avec Tinoun. Tinoun qui veut dire argile d'ailleurs. Et c'est vrai que donc ce nouveau répertoire fait suite aussi à un répertoire que vous aviez monté et qui se transportait un peu plus vers l'Orient, notamment vers la Chine. En fait, le premier c'était les syncrétismes de l'Orient, c'est-à-dire le truc qui vient évidemment, c'est l'arabo-andalou et le flamenco. Le flamenco, on voit bien que c'est d'influence. Ou alors le gnawa, justement. Le gnawa et la musique orientale aussi. Enfin, quand on dit musique, on va dire islamique plutôt que de dire orientale parce que ça a plusieurs sens. Ou alors encore, je sais pas, moi, les syncrétismes avec la Turquie, la Grèce et jusqu'au fond, avec l'Inde et avec la Chine. Où on retrouve les Ouïghours qui font des compositions, on dirait, de l'oriental. Ou alors l'île de Zanzibar aussi. Il y a un syncrétisme, c'est magnifique. Il y a une compo qui s'appelle Gafla que j'ai fait. C'était une compo qui faisait hommage au désert, parce que les déserts à l'époque étaient les internets. C'était l'internet de l'époque. C'est là que se passaient les choses culturelles, quoi. Oui, et que se faisaient les échanges d'informations. Voilà, d'informations commerciales. À travers le réseau des oasis. En Chine, c'était ça. En fait, c'était tiré d'une phrase du prophète de l'islam qui disait « Recherchez le savoir ne fût qu'en Chine ». Et moi j'ai gardé ne fût qu'en Chine. J'ai fait la même chose, mais au lieu de faire je l'ai fait avec le savoir musical. Au lieu et de chercher qu'est-ce qu'il en est resté de ça, quoi, en fait. Je suis tombé sur de belles surprises et j'ai fait un bel album. Je suis content parce que en plus il a eu de beaux prix. Hein. Il a eu un prix à France Musique, à France Inter. Télérama, donc c'était un super truc. C'est le premier album qui m'a fait un peu connaître, quoi, on va dire. Et on ne peut que souhaiter la même chose donc pour Argile que vous avez présenté il y a une quinzaine de jours au Centre culturel Henri Delsbals. Ça a été merveilleux. Avec une formation qui actuellement intègre aussi un piano. Dans la formation précédente, il y avait une cithare chinoise. Cette fois, il y a aussi un piano, instrument pas du tout oriental pour le coup, qui est dans votre formation, qui comprend aussi percussion, violoncelle, voix et donc oud, instrument dont vous jouez. Si on va par là, il n'y a plus grand chose qui est oriental. Le violoncelle, c'est pas oriental. Le violon n'est pas oriental. La musicienne est orientale. Mais il reste plus que la voix, qu'il est quand même, et le oud.
Et le oud, ouais, c'est vrai. Mais après, quand on dit ça, faut faire attention parce que le piano, maintenant, enfin, comment dire, les choses évoluent. Dans la musique, dans l'arabe andalou comme dans la musique orientale, maintenant, il y a du piano. Fayrouz a intégré le piano merveilleusement dans la musique orientale. Je ne sais pas si tu connais un peu. Oui. C'est la grande chanteuse libanaise. Et voilà, quoi. Et puis donc, on se souvient aussi d'une pianiste azerbaïdjanaise qui s'appelait Aziza Mustafazadeh qui avait aussi introduit le piano dans son jazz qui était férocement inspiré de mélodies populaires de son pays. D'accord, ok. Ah, mais je connais pas. J'écouterais bien d'ailleurs. Eh ben, je ferais bien écouter à la pianiste. Eh bien, parfait. En tout cas, cet album est sorti il y a une quinzaine de jours. On peut se le procurer sur le site d'une association toulousaine qui s'appelle Cricao. Mais on peut le trouver aussi sur toutes les plateformes en ligne. Le 10 décembre sur les plateformes. Le 10 décembre sur les plateformes. Parfait. Voilà. Actuellement, il est en version physique, comme on dit chez les jeunes. On a une chance de vous voir jouer dans la région dans pas très longtemps ou pas tout de suite? Ce projet, non. Mais ce projet, je pense que il faudra attendre, entre juillet l'année prochaine. Donc sur la saison 22-23. Voilà, plutôt ça. Mais après il est possible qu'on le joue parce que il est possible qu'on le joue pour la Palestine. Vous savez, pour signer Palestine. C'est encore un pourparler, c'est pas sûr. La pianiste de la formation étant elle-même palestinienne. Voilà, en fait, il y a Mira Aboulzalou et Lamar qui sont toutes les deux palestiniennes avec qui maîtrisent aussi bien le classique que l'oriental, c'est magnifique. Et voilà, donc c'est après moi j'ai toujours été plus ou moins selon la disponibilité, quoi, impliqué dans l'aide aux Palestiniens. C'est quand même un truc assez grave qui se passe là-bas, quoi. C'est le dernier pays qui n'a pas été décolonisé encore, quand on y réfléchit. Quand on parle de décolonisation, il reste un pays encore qui n'a pas été décolonisé, c'est la Palestine. Et donc, si effectivement ce concert se passe et se monte en février, vous viendrez nous en parler à ce moment-là, peut-être en direct. Bien sûr, ça sera peut-être l'occasion de se voir de visu. En attendant, je rappellerai simplement donc, que cet album, Argile, est sorti il y a une quinzaine de jours et qu'on peut le trouver en téléphonant peut-être à Cricao, à Toulouse. Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Lakhdar Hanou, de nous avoir joint au téléphone pour nous parler de cet album, Argile, dont on écoute tout de suite un morceau Anti-Nour. À très bientôt. Merci beaucoup, au revoir. أنت على شانا أنت عشتا أنت نور العالم أنت نور السماء أنت على شانا أنت عشتا أنت نور أنت نور أنت نور
L'intérêt avec le sucre, c'est que ça donne de remarquables caries. Je te garantis que tu payes des chicots vraiment superbes, caramélisés à souhait. Bref, il faut se méfier du caramel mou, surtout quand il est chaud. Ouais, on doit toujours se méfier du caramel mou, vieux proverbe auvergnat. Je suis maintenant avec deux musiciens des Rogers, Hugo Gouary et Fabien Binard. On en discutait juste hors micro pendant la diffusion de ce morceau de l'Akdar à nous. Cet album, Big Chief is Coming, qui est sorti en avril-mai 2019 et qui donc est mort-né. Le responsable, c'est le Covid-19. Comment on sort d'un événement comme ça? Parce qu'un album comme celui-là, c'était votre deuxième, si je me souviens bien. Plutôt chiadé, j'allais dire. On le voit déjà sur la pochette de l'album. Là, il y a un vrai travail de prise de vue sur la pochette. Comment on sort d'un événement terrible comme ça? Vous passez du temps à faire l'album et quand il sort, boum, impossible de le défendre sur scène, de pouvoir en parler parce que la musique n'est pas essentielle et qu'on est tous confinés chez nous. Ça coupe un peu les jambes, c'est sûr, mais après... Fabien Binard, ici présent. Maintenant, c'est gravé, c'est là. Il y a eu un clip aussi en parallèle, She Just Packed, qui est sur un des morceaux. Et dans tous les cas, il est présent, il est là, vous pouvez vous le procurer. Voilà, ouais. à tout moment. Et on pourra même l'acheter demain soir au Taquin. Voilà, tout à fait. Et donc voilà, il a le mérite d'exister. Donc après, oui, ça a été compliqué pour tous les groupes, en fait. Donc... on fait partie de cette longue liste de groupes dont les albums ont été sacrifiés donc sur l'autel du Covid-19. Les Rogers, parlez-nous un peu de ce groupe-là. Je disais en début fanfare jazz and funk, c'est un peu ça à la sauce nouvelle-orléanaise? C'est ça, il y a du funk, alors funk second line, c'est quand même un funk, je dirais bien spécialisé New Orleans, c'est-à-dire que c'est après voilà, faut connaître un peu toute cette culture-là, mais ça se joue beaucoup dans la rue avec des danseurs. Le second line, c'est les gens qui suivent les fanfares, les brasses, et donc on a des références assez classiques de là-bas pour le funk, et puis après tout le swing, forcément il y a soit Armstrong ou tous les grands classiques aussi. Nous ont nourris, quoi, et donc après on citera Jerry Roll Norton aussi, on peut en citer beaucoup, mais après au niveau de la forme, il y a quand même actuellement il y a le Tremé Brass Band par exemple qui est moins connu, mais là-bas qui se produit très régulièrement, et c'est surtout pour eux, c'est comme il y a un langage commun, voilà, il y a des thèmes qu'on entend d'ailleurs au milieu d'un marasme de cuivre, et voilà, ils improvisent, ils lancent l'histoire, chacun fait son chorus, et il y a beaucoup d'improvisation collective. Surtout, il faut envoyer, voilà, dans les secondes lignes, il faut envoyer beaucoup de bruit. Il faut envoyer voilà. Et du coup, on a gardé ce fil conducteur, parce qu'il y a différentes manières quand même de jouer ce style-là, surtout les swings, les funk aussi, il y a diverses manières de le jouer. Nous, on essaie vraiment de suivre cette direction seconde line, voilà, qui est quelque chose de assez sauvage, je dirais, assez fouillis un peu aussi, quoi. Il n'y a pas tant d'arrangements, on joue tous ensemble et ça se structure avec souvent les structures assez simples, hein, mais ça chante aussi beaucoup. Il y a toujours un chant qui se cache derrière chaque thème. Et donc voilà, on a gardé tout ça. Et c'est très au niveau aussi rythmique, avec Hugo. Qui a travaillé tout ça. Donc Hugo Gouary, qui est le batteur qui est ici présent. De la formation, vous-même étant tromboniste. Voilà, tout à fait. Et chanteur, on chante tous les deux. Et vous chantez tout, et vous êtes les deux voix des Rogers. Si on veut parler un peu de cette musique de la Nouvelle-Orléans qu'on a connue effectivement avec, j'allais dire, le jazz à papa, mais le jazz des années 20, des années 30, avec Armstrong en premier de la classe, on va dire que vous êtes plutôt les héritiers de groupes comme les Meters, comme les Neville Brothers, comme le Dirty Dozen Brass Band. Plutôt Dirty Dozen, alors, parce que voilà, il n'y a pas de piano, il n'y a pas de guitare, il n'y a pas de banjo.
on fait vraiment que du brass et puis on le fait, on va dire, en timbrant très fort c'est l'école de la rue. D'ailleurs, au tout départ, quand on avait lancé ça, c'était en 2012, ouais. On est parti, on a fait très peu de répés en intérieur. On est parti directement dans la rue pour essayer de trouver ce son, le timbre, vraiment timbrer beaucoup. Alors Armstrong, c'est sûr que c'est un bon exemple de. Ça jouait très fort à l'époque et puis c'était l'école de la rue, quoi. Ouais. Et donc on le joue pas pareil. Et c'est vrai que il faut aller là-bas pour le voir, quoi. Ça joue très très fort et du coup vous y êtes allé très vite là-bas. En regardant un peu les informations qui traînent autour de votre groupe, je me suis aperçu qu'il y a 3-4 voyages entre 2013 et 2018. Ouais, 4. 4 à la Nouvelle-Orléans. Ouais. Et on a eu la chance. Au départ, c'était comme disait Fabien pour aller voir, la curiosité d'aller là-bas, mais on est quand même parti avec les instruments et donc faire la manche dans la rue, essayer de se produire dans les clubs là-bas, ce qu'on a réussi à faire. Et puis voilà, au fur et à mesure, en fait, on a pris nos aises, nos habitudes dans la ville, et puis on y est revenu régulièrement. Ouais. Le dernier voyage, c'était en 2018. Il me semble. Voilà, et là on s'est retrouvés, ça a quand même bien pris parce qu'on a commencé dans la rue, un peu comme dès le départ en fait dans les rues de Toulouse, et puis on a fini par jouer club, et puis après des défilés. Là-bas en fait on a réussi quand même à participer au Mardi Gras. Beaucoup de locaux d'ailleurs se demandaient comment on avait réussi à se faire programmer comme ça. On s'est retrouvés dans les chars. Ah ouais, on s'est retrouvés sur un char avec des millions de personnes. C'était tout un défilé, donc le jour du Mardi Gras, et puis avec le Rex Parade, voilà, un des plus vieux, en plus crew, ça fonctionne par crew. Et on est arrivé vraiment à faire des chouettes choses. Pour nous, c'était vraiment le rêve, quoi. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvés sur un char avec des tonnes de gens autour, à droite, à gauche, à jouer, à jeter des beads, comme des vrais de là-bas, quoi. Avec aussi des moments où vous êtes allé jouer en club. Ouais, on a fait un ou deux clubs, là-bas. Mais c'était très chouette. Sacrée expérience. Le côté confrontation avec les musiciens de la Nouvelle-Orléans est difficile à tenir. Confrontation, pas toujours, hein, ça se passe aussi bien, mais dans la rue, c'est un peu... Bon, c'est le premier arrivé quand même qui a gagné. Il y a quand même aussi beaucoup... Il y a des histoires de bout de trottoir. Les dollars quand même, dans la rue, ça fonctionne bien. Donc en plus, on est arrivé, on peut le dire... avec des CD, même si là-bas, faut pas le dire. Mais du coup, rapidement, c'est quand même un gagne-pain. Et donc, on essayait quand même de respecter les règles. Et puis certains, ils arrivaient plus nombreux que nous. Donc, on leur laissait la place, quoi. Oui, voilà. Et puis après, c'était surtout super bien reçu parce que c'est une ville très touristique, en fait, où il y a beaucoup de touristes. Et ça arrive un peu de partout. Les gens viennent faire la fête à la Nouvelle-Orléans. Ils viennent aussi chercher la musique. Et donc, il y a tout ce truc-là de la musique. Donc, nous, presque, on essayait de passer inaperçu dans tout ça, quoi. En France, on connaît un peu cette musique et un peu cette ville par l'intermédiaire d'une série qui s'appelle Trémé, qui raconte dans l'histoire de ce quartier qui avait été dévasté par l'ouragan du début des années 2010, avec la figure tutélaire de Trombone Shorty dans cette série-là. Est-ce que c'est des choses que vous avez vécues là-bas ? Cette espèce d'abord de misère complète après l'ouragan, mais aussi de cet appétit féroce de remonter le quartier et tout ça aussi par la culture et la musique. Complètement, complètement. Ça a été à la fois quand même... dès qu'on en parlait, ils beaucoup pleuré parce qu'ils avaient perdu un membre de famille. C'était quand même un sacré choc. Après, ils s'étendaient pas trop là-dessus, comme une sorte de... oui, il y avait de la pudeur aussi. C'était terrible pour eux. Puis là, ils ont rechargé aussi il n'y a pas si longtemps. Bon, on n'y est pas retourné, mais j'imagine que certains l'ont pas très bien vécu. Ouais. Après... tout ce qui est, c'est la survie aussi. C'est quand même vraiment, c'est un cabaret quoi là-bas. C'est un cabaret géant. Beaucoup vivent avec une trompette, un kazoo, pour n'importe quoi. Tu fais un spectacle dans la rue. Voilà, il y a beaucoup de touristes en fait qui viennent. D'ailleurs pour eux le Covid ça a été la catastrophe parce qu'ils pouvaient plus se produire quoi. Donc il y a beaucoup de musiciens qui pouvaient plus bosser en fait, qui pouvaient plus travailler quoi. Oui, parce qu'il y avait notamment il y avait plus de public. Ah non, c'est ça, il y avait plus grand chose. Ouais.
Donc pour revenir un peu à cet album, vous l'avez enregistré, je suppose, il y a à peu près 3 ans. Il est sorti il y a 1 an et demi. Oui. Vous le ressortez demain, j'allais dire au Mandala. Au Taquin. Vous le ressortez demain au Taquin. On peut s'attendre à quoi demain? Vous avez plusieurs formations. Vous avez la formation à 5, mais vous pouvez être aussi à 6 ou 7 en fonction des moments. Il y a le moment où vous êtes en balade dans les rues, où là vous êtes un peu plus nombreux. Demain, on peut s'attendre à quoi? On est un groupe un peu couteau suisse, quoi. On peut faire un peu de tout. Demain, surtout, ce qu'on a oublié de dire, c'est qu'il y a Nicolas Gardel qui partagera la scène avec nous. Donc le trompettiste. Le trompettiste. Un trompettiste de plus. Voilà. Dans les Rogers. C'est ça. Et aussi David Mimet qui viendra faire un petit poète-poète. Et non, mais oui, c'est ça. En fait, on peut, avec les Rogers, on joue à 5. Globalement, on joue à 5. Ça nous arrive de jouer à 6 aussi. Donc, en séparant, comme disait Fabio, en seconde line, en séparant la grosse caisse et la caisse claire. À ce compte-là, on peut déambuler en chantant, en jouant. Voilà. Donc, il y aura un petit panel un peu de tout ça demain et la présence notamment de Nicolas Gardel. Et puis l'absence notamment de Camille Artichaut puisque la nouvelle entre l'album qui sort et il est sur la photo, sur la pochette d'album et la réalité de votre groupe actuellement, c'est que Camille Artichaut, le clarinettiste, vous a quitté, que vous avez remplacé par un saxophoniste. Oui, Yves Moreux. Ouais, qui a pris le sax soprano. Du coup, ça lui arrive aussi de prendre aussi le sax baryton sur les funks, sur les morceaux qui envoient un peu plus. Voilà, la transition s'est faite assez facilement. Voilà, on est très content. Camille, il est parti dans ses horizons aussi. Il touche un peu à tout. En très bon terme. Voilà. Et Camille Artichaut qui fait partie des membres fondateurs du groupe avec Fabien. Voilà. Eh bien, très bien, on ira vous écouter demain au Taquin, début des festivités aux alentours de 21h. C'est ça. Il y aura peut-être intérêt à réserver ou à venir tôt. C'est fortement conseillé. Le Taquin en ce moment fait souvent complet. Oui. Et puis il y a tellement longtemps qu'on ne vous a pas entendu jouer que je suppose qu'il y a la garde et l'arrière-garde de vos fans qui vont se précipiter. On espère. Plus les fêtards du samedi. Ça risque, plus l'opération Culture Barbare, puisque c'est cette opération qui va nous occuper pendant tout le week-end. Il risque d'y avoir énormément de monde. Demain au Taquin, c'est le pire qu'on peut vous souhaiter. Ouais, il faut dire aussi qu'on fait un tarif du coup spécial pour la sortie, puisqu'en fait, officiellement, on fait à la sortie physique de l'album. Voilà, donc il y aura un tarif spécial à 5 € pour ceux qui souhaitent l'acheter sur place. Voilà. Donc très bien. Eh bien on vous retrouve demain. Juste 2 mots sur le morceau qu'on va écouter, Darling. Vous avez des choses à dire sur ce morceau? Alors je vais le présenter, parce que c'est Hugo qui l'a écrit. Voilà, Darling, qui est présent dans un autre album qu'il a enregistré avec son projet Hugo Shake and the Go-Go's, comme ça, hop, on passe une autre pub. Voilà, il viendra nous en parler en janvier. Voilà, je fais une petite... J'envoie la petite info et puis voilà. Moi j'ai arrangé un petit peu en mode Rogers, parce que les arrangements, comme j'en parlais au début, voilà, c'est du brut, mais on va dire l'idée c'est de faire quelque chose d'assez efficace, des formats aussi très chansons, donc c'est des structures très très basiques, mais voilà, en y mettant quand même de l'instrumental et de la fougue. Voilà. C'est vrai que Darling est très sur un format chanson. Les compositions, elles se font comment? C'est quelqu'un qui amène l'idée et après elles sont travaillées par le groupe, ou il y a vraiment des compositeurs et les arrangeurs? Pour le coup, c'est beaucoup Fabien Binard qui compose pratiquement tout. Pour le coup, qui réarrange et c'est lui qui fait beaucoup au son et à la patte des Rogers. Donc, c'est vous aussi qui êtes qui était derrière le son du groupe. Pour le coup, là, pour cet album en tout cas, parce qu'on faisait beaucoup de reprises avant, pour aussi s'imprégner de tout ce son-là. Pour cet album, on a fait que des compos. Donc il y a cette compo d'Hugo, et puis voilà, moi après j'ai essayé de faire un peu tous les panels, un peu tout ce qui est... Parce qu'il y a beaucoup de visages, il y a aussi beaucoup de créoles, c'est plein de rythmes africains, créoles, et voilà, il faut écouter l'album, il y a plein, ça passe par plein de... Chaque morceau est quand même différent, même si on peut dire funk swing, mais c'est plus large que ça quand même, hein, c'est des univers...
Très bien, donc voilà, c'est le nouvel album des Rogers, enfin sur les platines. Il sort demain en physique au Taquin, début du concert 21h. Merci messieurs de nous en avoir parlé ce soir. Big Chief is Coming, c'est le nom de l'album. Et le morceau qu'on écoute tout de suite, c'est Darling. À très bientôt. Ce soir, sur la place, grande séance de cinéma avec le célèbre et audacieux Jim Parker et son cheval Dixie, de l'aventure et des galopades dramatiques avec les cavaliers du Far West. Oh, Jim. Daphne, I love you. I love you, Fred Thibault, bonsoir. Bonsoir, petite fée de la FM. Comment allez-vous ? Eh bien, c'est à vous que je devrais le demander. D'habitude, j'ai l'immense honneur de vous avoir le plus souvent à ma gauche, dans ce studio Kishinette, qui est désormais notre repère sur le campus Paul Sabatier. Et puis là, je vous ai au téléphone. Quelle drôle d'impression de vous parler sans vous voir. Qu'est-ce qui vous arrive ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Eh bien, écoutez, j'ai chopé la Covid. Ah oui, vous êtes au summum de la mode en ce moment. C'est formidable. Il faut que je sois in. Il faut que je sois back, comme disent les Jones. Oui, donc, comme disaient les Jones il y a 20 ans. Voilà. Donc, alors, c'est quand même une expérience radiophonique ce soir.
parce que je ne crois pas qu'on a fait de chronique sous Covid. Personne ne l'a fait, non? Non, enfin, en tout cas, dans cette émission, jamais, oui, jamais. Voilà, mais en tout cas, voilà. Donc, on va tenter l'expérience parce que vous ne prenez pas au sommet de ma forme, hein, il faut bien le dire. Hein, eh bien oui, voilà. Même si vous êtes vacciné, vous êtes un peu fiévreux. Alors, il y a tout qui va avec, hein, vous savez, la perte de l'odorat du goût, un petit peu de fièvre, les courbatures, etc., la fatigue. Bon, bref, c'est pas un truc super. Voilà, c'est un vrai Covid. Voilà. Comme j'ai l'habitude de dire, hein, je ne vais pas me taper un 100 mètres à poil place du Capitole, mais je vais tenter quand même de pouvoir dire deux, trois mots sur un film. Ouais. Et alors, vous nous avez choisi quoi comme film? Et alors, celui-là, vous l'avez voulu. Attention. Alors là, attention. Cannibalisme, autopsie, des infanticides, des meurtres et bien sûr du sexe, bref. Et tout ce qui fait un bon film, Monsieur K. Voilà. Et donc, je vais vous parler d'Ebola Syndrome de Herman Yo. Formidable. Voilà, film hongkongais de 1996. Donc, vous l'aurez compris, qui parle du virus Ebola, mais pas que, hein, quand même, parce que vous avez vu tout ce que je vous ai énuméré un petit peu. C'est quand même quelque chose d'assez costaud. Bon. Juste pour recadrer très vite le truc, c'est ce qu'on appelle à Hong Kong des films de catégorie 3. Alors, qu'est-ce que c'est que les films de catégorie 3? En gros, si vous voulez, ça correspond à notre interdiction à moins de 18 ans. C'est-à-dire qu'on peut, on peut se lâcher, hein, voilà, on peut y aller franco-port, comme on dit, mais par contre, il ne faut pas qu'il y ait de contenu sexuel explicite. Voilà, donc ce n'est pas de la pornographie, c'est autre chose. À Hong Kong, dans les années, à la fin des années 80, début 90, c'est vraiment devenu un mouvement parce que c'était, parce que on va dire que les réalisateurs, les acteurs, les actrices et les producteurs donnaient tout dans ce type de film. En gros, si vous voulez, c'est des productions assez fauchées, c'est vraiment des trucs d'exploitation et qui vraiment, voilà. Alors c'est des trucs, on fonctionne sur des choses très très primitives comme ça. Alors c'est quoi l'histoire de ce Ebola Syndrome? C'est l'histoire d'un psychopathe, alors qui suite, si mes souvenirs sont bons, hein, qui suite à un triple meurtre à Hong Kong, s'exile en Afrique du Sud. Ouais, après tout. On n'ira pas le chercher là-bas, là, ça c'est sûr. Voilà, on n'ira pas le chercher là-bas. Il va là-bas pour faire quoi? Pour travailler dans un restaurant chinois. Alors voilà, donc ça déjà c'est assez formidable. Et là, bien sûr, il y a un petit bins avec les patrons, et donc du coup, il va transformer les propriétaires du restaurant en brioches sud-africaines. Voilà. Après les avoir, bien sûr, découpés, dépecés, etc., etc. Et au passage, ce gars-là en profite pour attraper le virus Ebola. Aïe. Alors voilà. Et donc du coup, il est de retour à Hong Kong, et là, c'est la panique. Donc voilà. Alors, basiquement, je vous ai résumé l'histoire. Vous décrire le film, je crois que je l'ai fait en tout début de chronique. Ah ouais. C'est-à-dire que c'est on lâche un petit peu tout le lest qu'on a. C'est-à-dire que les péripéties se suivent à une vitesse complètement effrénée, mais comme je l'ai dit, il n'y est question que de sexe, que de meurtre, etc. Mais avec cette c'est quelque chose qui est très décomplexé, qui existait à Hong Kong à l'époque. Alors il faut voir au niveau de la mise en scène et des plans tournés à l'intérieur de la bouche du porteur du virus Ebola, donc avec tous les miasmes comme ça qu'on peut avoir dans une bouche, avec la bouche qui s'ouvre comme ça, donc pour refiler le virus Ebola donc à toute la population hongkongaise. En tout cas, c'est un film qui est absolument incroyable. On pourra dire que c'est de très très mauvais goût. Alors effectivement salé, mais il y a quelque chose qui sauve le film. On n'est pas surpris avec vos chroniques que ce soit c'est pas la première fois, je veux dire. Ah ben ouais. Ah ben là je vous avais promis un petit peu de lourd, hein. Et alors il y a quelque chose qui sauve le film. Enfin même, je vais même dire deux. Alors la première, c'est que à la même époque il y avait un film américain qui s'appelait Alerte de Wolfgang Petersen. Je ne sais pas si vous vous rappelez, qui parlait aussi de l'Ebola, avec Dustin Hoffman, et on va dire que... On voyait Dustin Hoffman en cosmonaute, là, avec sa combinaison transparente. C'est ça, exactement. Et là, on va dire un peu que c'est c'est le côté obscur de Alerte de Wolfgang Petersen. Ouais, d'accord. Quand il y en a un qui est resté correct, etc., l'autre, en gros, passe la 5e, grille de feu rouge,
les stops, il en a strictement rien à faire un petit peu comme ça de la bienséance. Donc c'est un spectacle qui est, voilà, comme je l'ai dit, qui est décomplexé. Moi, la mâchoire, j'ai revu le film il n'y a pas longtemps. À nouveau, la mâchoire est tombée donc sur le canapé, quoi, parce que je me suis dit, mais comment pourrait-on faire des films comme ça aujourd'hui? Ce serait absolument impossible, quoi. Surtout que l'acteur qui interprète donc le psychopathe, parce qu'il n'y a aucun personnage positif dans le film, et on suit ce psychopathe tout le temps, c'est Anthony Wong. C'est un acteur qui est complètement incroyable, un acteur hongkongais qui a plus de 200 films au compteur à Hong Kong, qui a tourné aux États-Unis aussi. Enfin bon, voilà, c'est quelqu'un qui est très connu là-bas. Et là, il est absolument en roue libre. Et c'est lui qui va apporter ce côté comédie noire à Ebola Syndrome, qui va pousser le film dans le grotesque. C'est-à-dire que le plus, eh bien, au bout d'un moment, ça va faire rire. Pardon, je tousse. Ah ben oui, j'espère que vous avez gardé votre masque. Écoutez, là, je l'ai absolument pas du tout sur moi, mais à la fois, je suis chez moi. Donc, a priori, je ne risque que de m'infecter moi-même. Donc, voilà. Pardon, je vais retousser. Je vous avais promis une expérience. Hein. Donc, du coup, là, vous l'avez. Et au moins, je l'aurais fait. Donc voilà, moi, je conseille fortement Ebola Syndrome. Voilà, un film qui parle du virus Ebola et de la transmission des virus, on va dire, mais façon Hong Kong, milieu des années 90, film de Herman Liu qu'on trouve très facilement en DVD, en solde, ça doit exister, ça ne doit pas coûter très cher, ou si jamais vous n'avez pas 2-3 euros à mettre là-dedans, eh bien vous pouvez toujours vous le procurer illégalement. En tout cas, voilà. Bien entendu. Et comme d'habitude, vous êtes au fait de l'actualité, vous nous parlez d'un virus qui a été chopé en Afrique du Sud. Je vous rappelle que le ministre de la Santé aujourd'hui nous a informé qu'un nouveau variant, celui-là ils n'ont pas encore décidé comment il allait l'appeler, un nouveau variant venait d'être découvert justement en Afrique du Sud. Tout ça pour vous dire que prenez soin de vous et revenez-nous très vite. Alors moi j'ai une idée pour le nom du variant. Comme j'ai fait cette chronique Ebola Syndrome, alors c'était pas par hasard, hein, comme le nouveau variant a été découvert en Afrique du Sud, et comme nous avons tenté cette expérience radiophonique ce soir, écoutez, appelons le variant Professeur Thibault. Tout à fait. Voilà. J'envoie un mail tout de suite à Olivier Véran. Allez, à très vite et restez au chaud. Ok, merci.
Maracuja, à bout de souffle, c'est le titre du morceau, et c'est pas notre état à la fin de cette émission, c'est le titre du morceau. Maracuja, un groupe branché sur la musique brésilienne, dont la leaduse Amina Mesache est aussi la compositrice et la joueuse de flûte d'un quartet assez atypique, percussion, guitare acoustique et tuba, plus flûte traversière. Bon, imaginez-vous que ce groupe Maracuja sera ce soir au taquin pour défendre un album qui est sorti à la fin du printemps dernier, Mondo. Ce groupe Maracuja, donc on peut l'écouter ce soir donc au taquin à partir de 21h. Ce concert sera suivi d'une jam session. Donc tout ça au taquin ce soir. Demain soir, je vous rappelle que au taquin, les Rogers y seront à partir de 21h. On vient d'en parler largement. Allez, on continue avec les concerts du week-end, enfin les concerts de vendredi. Mais je vous rappelle que pendant tout le week-end, c'est le week-end culture barbare. Donc il va y avoir de la musique dans tous les bars et c'est le moment d'en profiter. Au Bijou, qui est aussi un restaurant en plus d'être un bar, mais aussi une salle de concert. Au Bijou ce soir, le 4e soir de la carte blanche que le Bijou a donnée à Simon Chouf. Et ce soir, Simon Chouf sera accompagné de cuivres qui seront avec lui sur scène, mais il y aura aussi une fanfare qui sera éparpillée dans le public. Enfin, il va y avoir plein de monde, je pense, ce soir sur la scène du Bijou, et ça va être assez fanfare. Donc ce soir, ça, c'est Simon Chouf au Bijou à partir de 21h30. Photomatique, on en a écouté un morceau tout à l'heure avec Cloud Factory ce soir au Ravelin à 19h30, tendance plutôt punk rock. À la Cave Rock, toujours tendance punk rock, on peut écouter 3 groupes, Two Beers, Bad Test et Acid Test 2 à partir de 20h. Là aussi, ça va assez cartonner. La Cave Rock est toujours coutumière de ces plateaux punk rock. Ce soir, les Silmaris sont au Rex à partir de 20h dans le cadre du festival Pink Paradise. General Electric, eux, seront au Bijou à partir de 20h. Shake of Swing du Swing Manouche à l'Autruche à partir de 20h30. Biniou Man de la musique irlandaise jouée essentiellement au Biniou à la Cornemuse au Deep Luners à partir de 21h. À la Candela à 20h30, le chanteur pop-folk Kyrian Thorpe jouera en trio, sa guitare, mais aussi un violon et un violoncelle. Au métronome, soirée Girls Don't Cry, avec à 19h Imiskill, à 20h Lotic et à 22h Transténar. C'est Carré Label qui seront, eux, à Maison Blanche, c'est du hip-hop à partir de 21h. Fatih Trab au Bruegel à partir de 22h. Pour finir la nuit, n'oubliez pas les afters de l'autre. Ça, c'est rue Matabio qui invite à partir de 5h du matin Dreiser de la Techno House. Et puis ce soir, à l'impro, relance de la programmation de ce bar essentiel pour nous. Ce week-end, c'est le retour de la programmation de l'impro avec ce soir le quartet Host à partir de 20h. Et nous, d'ici la fin de l'émission, on va s'y précipiter. Donc à l'impro, ce soir Host, on en écoute tout de suite quelques notes.
Voilà, Host, Altitude 155, extrait de leur deuxième album, Host, que l'on retrouve donc ce soir à partir de 20h30 à l'Impro, rue Gambetta. On va tous s'y précipiter. Voilà, Caramel Mousse, c'est terminé pour aujourd'hui. Émission réécoutable sur notre page Facebook et sur YouTube, l'adresse Caramel Mou Campus FM. Émission réalisée ce soir encore par Paul Benaïm, que vous retrouvez mardi à 21h sur ces ondes campusiennes dans La Brèche, une émission musicale plutôt pointue. Et on va y parler de quoi, Paul, dans La Brèche de mardi, un petit scoop en avant-première. Hello, pardon, excusez-moi, vous m'entendez? Ah oui, cette fois oui, donc je répète. C'est pas mon émission, c'est Mucho Bizarre. Ce sera mardi dans 2 semaines et c'est pas encore décidé. Ce sera peut-être de la musique de films porno italiens des années 70, on verra. Ah ben formidable. Fred Thibault viendra vous faire les images si vous vous occupez de la bande de son. Voilà donc La Brèche 3 mardis sur 4 avec Paul Benaïm, notre réalisateur. Et quant à nous, on va se retrouver la semaine prochaine, même heure, même adresse, en compagnie cette fois du groupe Ferramia, qui nous parlera là aussi de son album qui vient de sortir. D'ici là, portez-vous bien. Caramel. Caramel mou. Caramel mou. On s'autorise des trucs les caramels mou. J'ai allumé le micro, tout le monde peut parler. Ouais. Et ça sera dans le rediff. Oui.